Bonjour à tous et bienvenue dans Drop Time. Alors aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial parce que j'ai deux pointures du Steadicam français en face de moi, Le Valentin respect. Monge Bonjour Augustin. et Mathieu Caudroy. Bonjour Augustin, Merci d'être là, c'est un honneur et un plaisir surtout. merci à toi. Donc on va parler transmission parce que tu as découvert le stead par ton père Ouais. qui t'a transmis son savoir Ouais. et toi tu as découvert le stead par Valentin. On va commencer par le début, comment le stead est arrivé dans ta vie? Alors, moi, j'ai la chance de vivre parmi deux fondus de cinéma, une maman monteuse et un papa caméraman. Et c'est vrai que ce caméraman, du côté de Shining, il dit qu'il ne faut pas laisser passer ce qui est en train de se vivre au niveau de l'évolution de la mise en mouvement d'une caméra dans l'espace. Et il va aller se former aux États-Unis auprès de Garrett Brown, l'inventeur. Il revient et de ça, il achètera une machine pour se dédicacer à la fiction. Et moi, j'ai 14 ans, 15 ans, quoi. Donc, je prends ça avec bonheur parce que je peux dire aussi qu'à cette époque-là, cette espèce d'exosquelette, puisque démultiplicateur de force pour un Ouais. gamin, représente toute une panoplie de Marvel Comics aussi. Et pas seulement du cinéma dont j'ai pas tout l'apanage et toute la connaissance encore. Et du coup, j'ai cette chance-là. Le temps va passer, je vais passer par de la machinerie, par un aide de plateau en télé aussi, Ouais. tout en suivant beaucoup Jacques sur les tournages et apprendre beaucoup grands yeux, grandes oreilles. Il va être un des premiers en France, le premier en France à décider de faire des stages et d'ouvrir la machine au plus grand nombre. Donc j'en profiterai également. Et j'ai aussi encore une double chance, si ce n'est la triple, que à ce moment-là, la télévision ne sait plus trop quoi faire de la Luma et de sa verticalité, ou l'a tellement usée en tous les cas, qu'il découvre qu'on pourrait y aller autrement. Et moi, je suis prêt. Donc, je vais vivre beaucoup ça, qui va m'ouvrir la porte au clip, au pub, si ce n'est à la fiction. Et dans cet entrefait-là, de toutes les chances, puisque j'ai dit au moins trois, si ce n'est plus, je ne peux que savoir qu'il me faut repartager ou partager. Ce que je veux dire par là, c'est que quand Mathieu, lui, se présente auprès de moi, il a une quinzaine d'années, il vient accompagner sa jeune sœur et lui-même qui font une chorégraphie pour les spectacles de télévision qu'on est en train de vivre, et il ressortira de l'émission en disant « Waouh. Monsieur, je pourrais en croquer encore, parce que ce que j'ai vu là, ça m'intéresse drôlement. » Ouais. Et comme j'ai tout ce truc, moi, de repasser, de recevoir pour repasser, pourquoi lui, regarde comme il est devenu en plus, pourquoi lui à 15 piges et pas l'autre qui m'a dit allô monsieur, comment on pourrait, je sais, c'est- Mektoub, ils disent, ça se dit en arabe, ça veut dire c'est écrit. Et ben, elle s'appelle Françoise, sa maman. Parce que je lui ai dit, je t'ouvrirai les portes, c'est promis, mais je peux pas aller te chercher. Et Françoise a été une remarquable maman de compréhension et d'activité. Ouais. Et on a vécu ça pendant 4, 5, 6 ans, Ouais, 8 ans. 8 ans. Moi à l'époque, je suis encore à l'école, pas bon du tout, hein, donc et je découvre dans cette patinoire une jeune femme qui s'appelait Valérie qui faisait déjà des spectacles en tant que chorégraphe à la télévision, qui venait avec plusieurs groupes. Ouais. Et un jour, elle a demandé à ma mère, voilà, est-ce que tes enfants seraient intéressés pour venir danser une chorégraphie de rock'n'roll acrobatique à la téloge. Donc au début, elle a demandé à ma sœur et à mon frère, parce qu'on est 3 chez nous. Et la seule fois où je l'ai fait, il était là. Et en fait, j'étais plus omnibulé par ce personnage qui se déplaçait dans l'espace avec un drôle d'outil. Ouais, c'est la première fois que tu voyais ça. C'était découverte de la télé. D'habitude, t'es derrière ta télé, Ouais. tu vois. Là, c'était tout un ensemble qui faisait que waouh, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est Disneyland, Ouais. quelque part. Ouais. Je suis tombé amoureux direct de l'outil, du personnage, même si on ne se connaissait pas. Ouais. Mais pendant les répétitions, normalement, on n'avait pas le droit de rester dans les gradins. J'avais demandé à rester pour pouvoir le regarder évoluer et travailler, faire la photo à la fin. Ouais, c'est vrai qu'il y avait du temps à l'époque. Ouais. C'était sur 3-4 jours une émission de télé. Ouais. Donc, d'où les répétitions, on en parle, Mathieu. Et puis après, tout l'été, à cogiter, à en parler à ma mère, démonter ma lampe de bureau pour faire un espèce de système porté qui n'avait
aucun sens, si tu veux. Là, t'as construit un Steadicam avec ta Ouais, lampe. ouais. J'ai démonté la lampe, tu sais, celle qu'on a tous à l'ancienne, là. Ouais, Pris une un bout de architecte. bois, un appareil comme un réflexe à la visée au-dessus. J'étais parti, quoi. Il m'avait piqué, en tout cas, Ouais. on peut dire. Mais c'est pour ça que je redis, puisqu'on est revenu dans le passé, pour les gens qui n'auraient pas la vision de ce qu'un Steadicam peut représenter en tant qu'outil, c'est un exosquelette. Enfin, Ouais. on m'a souvent appelé Robocop par le passé. Non, mais il y a un truc visuel fort, effectivement, de cet appendice mécanique en rapport avec le corps de l'opérateur, qui pour un néophyte ou une néophyte peut effectivement attirer l'œil. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, bien sûr. C'était quoi vos premiers ressentis en enfilant la veste, en accrochant le bras et le sled debout A priori, c'est antinomique. C'est pas physique, cette affaire. T'as des contradictions d'instinct qui font que tu vas... A priori, tu passes par la force pour essayer de maîtriser cet outil. Ce qui est improbable parce que ta propre force, elle te la renvoie. Donc, tu peux que t'annihiler. Et il y a tout un rapport qui arrive assez tôt. Et c'est pour ça que je reparlais de son patin à glace et de sa patinoire. De comprendre que ça passera pas par la force, je le redis, et qu'il y a une communion à trouver dans les positions de corps pour que cette machine soit agréable et élégante à vivre dans ton propre mouvement. C'est intéressant, très intéressant pour ça. Et toi, t'as pas dû avoir la même sensation la première fois? La première fois, pour moi, c'était trop lourd, quoi. Aussi, C'était Oui, c'est vrai, comment tu peux te déplacer dans l'espace avec un outil qui, comme tu dis, le centre de la gravité bouge tout le temps en permanence dans le corps. Donc après, j'avais la force du patin et de l'expérience du hockey qui m'ont fait que j'avais déjà les jambes T'avais déjà bien les jambes, armées. Ouais, parce que t'étais très jeune. Ouais. Enfin, t'as essayé le Steadicam à 14 ans 15 ans, tu l'as 15 essayé, ans, genre, je l'ai mis c'est à super jeune. 15 piges. C'est tôt, ouais. C'est tôt. Bah, comme Sur toi, les en fait. plateaux. Ouais. On a eu cette chance. J'en parlais tout à l'heure où il y avait plus de temps et que on était susceptible de pouvoir dire aux collègues du plateau, fin de journée, tu nous en laisses encore un petit peu de temps, et donc de le mettre sur le dos. Ouais. Ce qui est improbable dorénavant. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a ce rapport dos-poids, tu as raison. C'est vrai. Le poids. Combien de gens nous disent, néophytes, une fois de plus, croisés dans la rue ou ailleurs sur un plateau de tournage, qui disent « Ah donc, en fait, tu portes rien !» Parce que de l'extérieur, tu as envie de croire que la machine est en apesanteur, alors qu'il y a tout le rapport de ce truc qu'on embarque comme un gros sac de patates sur le dos, mais ça passe évidemment par notre rapport au sol. Ouais. Et donc, oui, bien sûr. Mais toi, tu l'as découvert avec une caméra dessus. Moi, je l'ai découvert avec une caméra, c'est à Succès Faux, la fin de la première année. Ouais. Parce que de l'année, je ne l'avais pas mis. Ouais, c'est vrai, des batteries. Batterie, tout. Et c'était le cadeau de la fin d'année, en fait. Ouais, c'est Vas-y, vrai, mets-le. les Et là, batteries, j'ai compris que ça allait pas être simple, en fait, qu'il fallait bosser. Mais ça t'a pas découragé pour autant? Non, parce que j'avais cette opportunité. Et puis vraiment, moi, ça a été comme un cadeau, en fait. C'est un cadeau de la vie qui est arrivé. Le train, il passait à ce moment-là. Je suis monté dedans. Et que si je n'étais pas monté à l'intérieur, je pense qu'aujourd'hui, je ne serais pas là, en fait, quoi. Même si on n'en est rien. Mais ça a été, pour moi, une très grande révélation. Une très, très grande révélation. Ouais. Et après, j'ai beaucoup discuté avec ma mère pour dire, moi, je vais arrêter l'école. Je vais suivre Valentin sur tous les plateaux. J'ai eu la chance qu'il m'ouvre d'abord un Succès Fou, après ça a été du Star 90, après ça a été du Sacré Soirée, C'est vrai. et après ça a été tout le temps, tous les jours de la semaine, parce qu'à l'époque, il y en avait, mais partout, quoi. Il y avait ça, et il y avait aussi la jurisprudence autour de nous de dire, mais s'il se prenait une gamelle sur la tête, s'il lui arrivait un accident de travail, qu'il n'est pas au travail... Il n'y avait pas d'assurance. Je te dis, il y avait des possibilités qui n'existeraient peut-être plus dorénavant. Oui. Mais je me suis bien tenu. Et quand ça tombait, c'est moi qui tombais, donc il se faisait pas mal comme ça. Et donc pendant 8 ans, tu as observé et suivi Valentin? J'ai observé beaucoup avec de grands yeux et de grandes oreilles. Et après, au fur et à mesure, j'ai eu des potes, croisé des gens qui on faisait un petit court-métrage. Donc, petit court-métrage, petit clip, tout en continuant à suivre. Institutionnel, beaucoup, ouais. Et puis après, avancer calmement, tranquillement,
Je voulais le faire tranquillement parce que j'avais pas envie de me griller les ailes, Ouais. comme j'étais encore jeune. Et que l'apprentissage est très important, en tout cas à mes yeux était très important, Ouais. que quand j'arrivais sur un plateau, ce qu'on demandait de faire, que je puisse le faire et pas me gratter la tête en disant non, en fait ça je sais pas le faire, quoi. Donc j'ai pris le temps, et puis ça a fait son petit bonhomme de chemin, mais avec vraiment de la douceur et de la tranquillité, sans griller les étapes. Ça m'intéressait pas de me retrouver, même si j'avais envie de faire des trucs comme ils pouvaient faire ou d'autres, mais je Il y a eu trouvais le que stage en Allemagne aussi. le stage en Allemagne Ouais. avec Jacques, où je suis parti avec Ted Churchill. Jacques et Ah Ted ouais. Churchill. C'était quand? C'était à 95 peut-être? 92. 92. Ouais. ok. J'imagine. 92. C'est loin. Hein. Tout par rapport à viens, il y a un salon du cinéma, Ouais. de présentation de matériel un petit peu cinématographique. Ouais. On est là-bas 3 jours. Moi, je vais pas mettre l'outil. Si tu as envie d'en faire du stead, c'est maintenant, parce que tu auras la liberté d'en faire pendant 3 jours, toute la journée. Ouais. C'est là où j'ai rencontré Jacques. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et c'est là où il m'a dit, je pars en stage dans 2 semaines à Munich, faut que tu viennes avec moi. Sauf qu'à l'époque, moi, j'avais pas financièrement, à 15 ans, à 16 ans maintenant, j'avais pas les sous, je travaillais pas. Et mes parents n'avaient pas les moyens de me payer ce stage. Donc, quand la discussion s'est faite, j'ai été mis hors de la table en disant, continue à faire tes petites présentations et t'entraîner avec l'outil. Puis quand la fin de journée est arrivée, ok, on a trouvé un accord. Ouais. Puis c'est quelques années plus tard que j'ai appris que c'est Jacques qui m'avait payé mon stage. C'est une rencontre d'une autre famille, en fait, qui aujourd'hui c'est juste. est ma famille. Ouais. Tu vois, on n'est pas de sang, mais de cœur, de passion, d'amour. Ouais. On est plus que soudés, en fait. Ouais. Voilà. C'est Ouais, un parce grand- que c'est ce métier dont on parle grâce à Droptime, ce sont des vrais choix de vie aussi. Donc, de parler choix de vie, tu as raison de reparler de famille. Ouais. Parce que c'est des vraies concomitances de nos enfants, des vrais choix de vie. Des vrais choix de vie. Ce métier est très intéressant et enrichissant. Il n'y a aussi évidemment pas que du positif. Oui, il y a des compromis. Il faut aussi. toujours équilibrer comme dans la vie. Ouais. Donc ça revient effectivement à des vraies concordances. Ouais. Et du coup, vous avez commencé plus sur après de la télévision au début, avant de passer à la fiction. Oui, alors moi j'ai commencé comme Mathieu, mais encore plus tôt. Ouais. Et de la même manière que ce qu'il vient d'introduire, Jacques a fait très attention. C'est lui qui m'a offert la possibilité d'aller au plateau, mon père, et qui faisait très attention de me laisser partir sur des choses pas trop hautes par rapport à ce que j'étais capable de proposer. Non pas seulement pour pas me griller, c'est pas seulement ça. Je crois que Jacques, il avait vraiment cet esprit aussi de dire, il est hors de question de proposer cette machine qui est un Stradivarius dans le mouvement. Il n'est pas le tout de tout, mais dans le mouvement et dans le déplacement de la caméra, il est hors de question de proposer ce bel outil de mauvaise manière. Ouais. Pourquoi partir à l'envers? Donc il a fait très attention, et donc c'est des clips, c'est des institutionnels, comme Mathieu du coup. Ouais. Et après, moi j'ai eu cet apanage, cette chance de la télé, qui m'a amené au clip, parce que le représentant de l'artiste dit, mais on pourrait faire des trucs bizarres avec ta machine. Et le chef-op du clip dit, mais viens donc sur mon long métrage en scope. Voilà, il y a eu toute cette ouverture. Comment vous voyez ce rapport entre les différentes manières de travailler entre la télévision et le cinéma? La télé, c'est quand t'es du gros direct, c'est one shot, quoi. Si t'es pas bien dedans, tu te mets une cartouche, tout le monde le voit. Ouais. Le cinoche, tu te plantes, tu repars à zéro, c'est complètement différent. La concentration, je trouve que, en tout cas pour moi, elle était complètement différente, quoi. C'était comme si j'étais un sportif de haut niveau à la télé, où les directs commençaient, mais un peu comme toi, où d'un coup tu es dans ta bulle, tu penses à tout ce que tu as à faire, et puis tous les imprévus aussi qui existent, où d'un coup non, ça part à droite, mais d'un coup ça part à gauche, donc faut que tu arrives quand même à te déplacer dans l'espace très rapidement, en sachant où tu vas mettre les pieds, parce que
Les plateaux de téloge, c'est pas forcément des plateaux que droit. Tu as des trucs en 3 dimensions qui sont noir sur noir. Donc, faut quand même un peu gérer ton espace et où est-ce que tu vas mettre tes pieds. Ouais. Et comment tu vas te déplacer. Mais et après, le cinéma, c'est différent, quoi. J'ai la même concentration, mais tu es moins dans ta bulle. C'est-à-dire qu'au moment où c'est le moteur, bon, bah, tu es dans ton toi-même et tu penses à ce que tu dois faire, plus les imprévus aussi qui peuvent arriver. Mais la télé, c'est quand même une très très grosse montée d'adrénaline, quoi. En tout cas, moi, je l'ai vécu. Bien sûr, parce qu'on vivait du direct. Ah ouais. Ouais. Tu vois, je l'ai Et vécu moi, comme ce que ça, je veux hein. rajouter, enfin pas rajouter, mais allonger dans les phrases de Mathieu, c'est que puisqu'on a eu la chance tous les deux de vivre les deux, Ouais. ce multicam de plateau télé et la fiction, c'est qu'ils sont riches l'un pour l'autre. Et là, je reparle du cadreur, si ce n'est l'apport au niveau de ce qu'on peut vivre en tant qu'opérateur Steadicam intrinsèquement, mais qu'au niveau du cadre, l'exigence de la fiction ne réside pas toujours au plateau, Ouais. mais la spontanéité, les impondérables dont parlait Mathieu de la télé n'existent si peu là-bas que chaque support est riche pour l'autre. Ouais. Et qu'au bout du compte, pour nous-mêmes qui sommes des voyageurs de l'un à l'autre, de ces deux plateaux, de ces deux manières de faire différentes, c'est un magnifique livre de recettes pour Ouais. toi-même, au fond de Ouais, toi-même. Tu dis, ah ouais, rappelle-toi, là-bas, tu as vécu ça, donc tu peux le reporter là. Ça a fait finalement évoluer aussi un peu Oui, les, et puis les deux en parallèle. Oui, bien sûr. Et toutes ces chorégraphies qu'on a vécues en télé, où tu les répètes, etc., où tu es sur des 8 ans de chorégraphes qui te mettent les danseurs au point, et ben quand tu te retrouves avec Lucchini en train de passer dans un bal en scope, ben pareil, il y a toujours 8 ans, il n'y a pas de chorégraphe, mais toi, tu passes à travers les danseurs sans les toucher. Ouais. Donc, il y a vraiment un apport. On a eu cette chance-là. Je pense que c'est une vraie richesse. C'est une très grosse vraie richesse. C'est Ouais. une grosse richesse. Une vraie panoplie pour nous. Ouais. On est dans le Carquois. Ouais. Plusieurs flèches. Tous les deux, vous avez un rapport à la musique important avec lié au Steadicam. Très Est-ce que important. vous pouvez en parler Bien sûr. La musique amène cette élégance, cette espèce de courbe qui ne doit pas pouvoir avoir d'angle aigu. Une courbe est courbe. Il y a pas d'angle. J'essaie de dire ça par rapport à la musique, dans le sens où elle est porteuse d'un rythme qui nous permet, avec le Steadicam, tu nous donnes la même musique à nous deux, on n'aura pas forcément le même attrait de cadreur pour aller la sublimer, la porter et la faire encore plus belle qu'elle n'était à la base. Parce que on a cette chance avec le Steadicam d'être d'accord avec nous-mêmes, entre le machinot et le cadreur, et donc d'avoir nos portées d'intention vers l'émotion correspondent à celles que tu es toi, Augustin, en tant qu'opérateur, Mathieu, Valentin, tant d'autres. Ouais. Donc c'est ça. Et la musique, de ce fait, elle rythme. Elle rythme. Et j'irais bien chercher le solo de basse, etc. Il va prendre peut-être la batterie. Ouais. Ouais. On va savoir. Ou le gratteux. Toi, tu as travaillé beaucoup sur Danser avec les stars aussi. J'ai fait les 4 premières années sur cette émission. Ça m'a amené beaucoup de joie et d'apprentissage par rapport déjà à comprendre mon corps. Ouais. Je n'avais pas découvert la danse à ce moment-là, mais j'ai découvert plein de choses parce qu'à partir de ce moment-là, je me calais plus sur la musique, je me calais que sur le temps, comme il disait. Et que je savais qu'à tel temps, ils étaient à tel endroit dans l'espace, à tel temps, ils étaient à l'autre endroit dans l'espace, et je n'avais pas besoin de me dire, alors là, il va faire ci, là, il va faire ça. C'est-à-dire que j'apprenais tout par les temps. J'oubliais complètement la musique et leur danse quasiment. Et je savais que du début jusqu'à la fin, à 8 ans là, ils sont là. Au 4e temps, ils sont là. Au 16e temps, ils vont être là-bas. Au 4e temps, quand ils vont venir, ils vont être là. Là, celui-là, ils vont faire un porté. Donc ça m'a amené beaucoup. Et puis surtout aussi de discuter avec des chorégraphes qui sont venus, comme Marie-Claude Pietragala. Ou la 2e année, quand elle est arrivée, qu'elle a vu le Steadicam sur le plateau, elle m'a dit « Mais non, mais tu vas tout saccager ». Et je lui ai dit, écoute, ce qu'on peut faire, c'est que ce soir, je vais faire le prime, donc tu verras déjà comment je me déplace dans l'espace, même si tu ne vas pas me regarder que moi, parce que ta priorité, c'est les danseurs qui vont le faire. Mais je t'invite demain à regarder le replay et on en rediscute la semaine d'après, quoi. Ouais. Et donc, la semaine d'après, elle est revenue. Et c'était très drôle, parce qu'elle m'a dit, en fait, je pensais la semaine dernière mes mots que je t'avais dit, en croyant que tu allais détruire la danse, et en fait, tu me l'as embellie, et je t'en remercie. Donc ça m'a énormément touché.
Et donc moi, en gage, je lui ai dit, écoute, moi j'aimerais bien apprendre 2-3 choses sur mon corps, donc tu m'apprends 2-3 déplacements, 2-3 pointes, 2-3 ci, 2-3 ça, et ça m'a aidé pour la suite de ma vie, même si j'avais vu Valentin travailler sur les plateaux où il a une manière de se déplacer qui est complètement différente. Alors après, je connais pas les autres, hein, je les ai jamais vus, Ouais. mais avec une facilité, si tu veux, comme si on allait se balader avec nos enfants ou faire nos courses. Ouais. Tu vois, en fait, il n'y a pas de lutte. Hmm. C'est intéressant ce qu'elle dit, ce qu'elle rapporte Mathieu de Mademoiselle Pétia, qui est très Pietragala. grave, t'imagines quand même. Ouais. Respect total. De pouvoir croire, je ne sais pas tout puisque j'y étais pas, mais qu'elle puisse être emportée par le fameux plan séquence, parce que c'est ça qu'il a fait, Mathieu. Ouais. C'est qu'au lieu d'avoir des coups dans un titre dansé, d'avoir un bout de steadicam puis tant d'autres plans découpés, etc., large, fixe ou quoi. Et que par le séquence amène quelque chose de... Nous, les humains, on vit en séquence en permanence. Là, quand on va avoir fini, on va se lever, on vit en permanence ça. Le cinéma, même Madame Michu, qui n'a pas attrait avec les subtilités de notre métier, elle a bien compris que par le montage, d'un seul coup, on peut se retrouver à New York tous les trois en ce moment-là. Et du coup, le plan séquence amène cette espèce de temps, d'être au temps, mais au temps présent, à la seconde même. Et c'est génial qu'elle ait pu être inspirée par ça. Après, il y a le cadrage. Il n'y a pas que le fait d'avoir duré sur toute la longueur. Il y a le cadrage. C'est pas facile de filmer la danse. C'est pas facile. Il y a des moments, tu peux pas te permettre de rentrer dans des choses que tu manquerais. Enfin, c'est comme si nous, on était tous les trois spectateurs dans la salle d'un ballet de danse. Tu choisis ce que tu as envie de voir de la danse. Voilà, une contemporaine peut-être encore plus. Et donc, à partir de là, la danse existe au moins... va pas couper en dessous des genoux, quoi. Ouais. Il faut que ça vive. Donc c'est tout ça, c'est très intéressant. Puis après, bien sûr, il y a la notion de rythme que tu vas apporter. Tu m'avais raconté un court-métrage sur l'escrime que tu avais fait. Oui, absolument. Absolument. Mais charmé celui-là. Oui, la prime. La prime. Mais c'est ça qui est intéressant, de pouvoir croire que... alors, juste pour donner le pitch, un régleur de cascade, spécialiste d'épée, monte un combat de 8 minutes pour un énorme film, Fanfantal à la tulipe ou autre. Il avait l'idée de le voir vivre en plan séquence, donc c'est pour ça qu'on se rencontre, et je comprends assez tôt, et puis il me l'expliquera encore mieux, que tout ce ballet de combat est fait de différents types d'escrime. Il y a des façons. L'Heidelberg n'est pas comme j'ai plus tous les termes, et on trouvera le sens de pouvoir filmer complètement, alors que c'est un plan séquence, totalement différemment, chaque phase d'escrime sur 8 minutes qui sont différentes, entre un large un peu plus statique que celui qui échangera, etc., etc. Et on s'est retrouvé à vivre ça avec beaucoup de bonheur, au point qu'à la diffusion du court-métrage, à la projection du court-métrage, on a eu le compliment de recevoir, lui et moi, je ne sais plus qui est ce producteur, qui nous dira « C'est fantastique, le montage est sublime ». Donc c'est intéressant. Alors qu'il n'y avait pas une seule coupe. Il n'y a pas une seule coupe. Donc voilà. On vit en plan séquence. On vit en plan séquence. Et on l'oublie. On l'oublie quand on est spectateur. Donc quand on nous le redonne, ça nous prend. Ça nous prend, c'est un souffle. C'est de comprendre aussi de quelle manière tu vas amener à embellir la danse et de ne pas tout le temps être en mouvement. C'est-à-dire que de faire un 360 dans une rotation contraire pour amener un peu plus de dynamique, un peu plus d'énergie, de s'arrêter en même moment quand ça s'arrête et pas d'être tout le temps approximatif. Et puis surtout, moi je m'amusais beaucoup avec le zoom que j'avais au pouce. Ah oui, c'est vrai, il faut répéter ça. Le zoom qu'on avait au pouce. Donc d'un coup, on pouvait faire des transtraves, être à l'autre bout du plateau. Personne s'en apercevait parce que on était à fond de focale et que quand le danseur arrivait, on arrivait à faire tout défiler le plateau. On avait l'impression qu'eux, ils faisaient du surplace, alors que pas du tout. Il y avait tout un ensemble de pushing et eux qui venaient vers moi, on va dire. Et moi, ça m'a beaucoup appris parce que ça m'a appris à avoir un rythme juste, en fait, dans le truc. Et pas...
faire, on va faire un plan séquence. Allez, je voulais pas faire une prouesse technique, en fait. Je voulais faire un truc qui ressemble à quelque chose, qui amène quelque chose. Et comme tu dis, de sublimer le support qui est déjà beau, en plus. Exactement. C'est déjà beau, tu regardes la danse, elle est belle. Si on peut aider à ce qu'elle soit encore plus épanouie, plus... C'est génial. Ouais. Parce que tu as l'impression de participer. Ouais. Et d'être là aux arrivées, que si tu as des pieds, des mains portées, si ça s'arrête et qu'il y a des pas de pied ou autre, tu peux pas, comme dit Valentin, tu peux pas être comme ça. Il faut avoir l'ensemble, en fait. C'est ça qui est important. Parce que le spectateur ou le téléspectateur qui est derrière son écran, que d'être tout le temps comme ça, lui, il s'en fout. Lui, il veut avoir du décor, il veut voir un ensemble, il veut que ça soit féerique, en fait, dans le truc, quoi. Donc, en fait, le plan séquence est venu la première année sur Danse avec les stars vraiment par une connerie. On était dans les finales, et les finales, ils voulaient embellir pas mal de choses. D'un coup, il y a une danse qui est arrivée. Sur la musique d'Harry Potter, c'était une valse très aérienne. Franchement, c'était magnifique. Ouais. Donc souvent, le réalisateur me demandait, avec Chris Marquez, qui a toujours des jurys aujourd'hui, qui est présent dans l'émission, qui me demandait si je voyais des passages de Stead qui pouvaient être sympathiques. Et je leur dis, mais en fait, là, les gars, c'est un plan séquence. Regardez comment la danse est aérienne, c'est une valse, c'est beau, quoi. Mais la chaîne ne voudra jamais, parce que ce qui vous intéresse, c'est de commuter, de donner du rythme par rapport au cut et non pas par rapport à l'image. Ouais. Et d'un coup, ils m'ont dit, vas-y, on essaye. Avec des répétitions ? Avec les répétitions, c'est-à-dire que le vendredi, tu avais 3 répètes par danse, par candidat, en fait. Donc c'est pas mal. Ça va. Ouais, donc la première, tu découvres la danse. La deuxième, je prenais l'outil en essayant de dégrossir de ce que j'avais vu sur la première répète. La troisième répète, je dégrossissais un peu plus. Et normalement, après ça, c'était fini, on passait à autre chose. Et je demandais une 4e répète, où là, je demandais au car régie d'enregistrer ma caméra sur la continuité. Ouais. Je faisais toute la danse en plan séquence. Une fois que c'était fini, en fin de journée, je récupérais la carte. Je rentrais à la maison. Je redisséquais la planche, la danse, pardon. Et le lendemain, je revenais en leur montrant tout ce que j'avais travaillé en rentrant à la maison le soir, quoi. Et je leur livrais ça. Donc, c'est devenu, on va dire, un peu un private joke. Allez, on en essaye d'en faire une toutes les semaines. Donc, moi, je n'étais pas d'accord parce que je trouvais que d'un coup, ça se justifie pas forcément. Exactement. Et puis après, le truc très drôle, c'est que quand il y en avait, je les répétais, je refaisais exactement ce que je viens de vous expliquer. Et le lendemain, au moment où arrive la générale, c'est-à-dire que la générale, on fait toutes les émissions dans les conditions du direct l'après-midi pour le soir. Et quand arrivait le plan séquence pour la danse, je leur disais à tous, je vous la fais pas, vous découvrirez tout ça ce soir. Bien joué, tout le monde. Donc, tu avais le producteur, la surprise du chef de tout le monde, quoi. Donc, tout le monde était là, mais t'es ouf. Je dis, non, mais surprise, c'était accepté quand même. Ils n'avaient pas le choix. Ouais. Je leur laissais pas le choix. À l'époque, j'étais un peu une tête brûlée, tu vois. Et puis surtout, dans la journée, entre les répètes, la veille, tout ce que tu faisais l'après-midi plus le soir, il y avait des jours où tu pouvais faire 17 km, quoi. Oui, c'est ça. Avec l'outil. Même lui, tu vois, de toutes les années de Miss France et du reste, en fait, ils se rendent pas compte que l'outil que tu as sur le dos, où tu enchaînes toute la journée, parfois tu refais une deuxième répète au moment de la générale, tu commences ton prime, tu es déjà à moins 40% d'énergie dans ton corps, quoi. Et il faut que tu te refasses encore le soir. Donc, c'était aussi pour un gain d'énergie corporelle. Moi, je suis une crevette, quoi, contrairement à d'autres opérateurs. Donc, je leur dis, moi, j'ai besoin de préserver mon énergie pour ce soir. Et puis, en même temps, ça me faisait rire que tout le monde découvre la danse le soir en direct, quoi. C'était assez drôle. Et je demandais que ça soit silence complet dans le car. Donc, la script me disait rien, ce qui est à l'origine... ne fait pas parce qu'elle dissèque tout ce qui se passe on va dire dans une danse ou dans une chanson. Attention, ça va être le temps du gratteux, du bassiste. Il y a une petite chorégraphie qui arrive d'une danseuse qui est derrière. Là, en fait, je voulais pas de bruit pour justement entendre la musique et être sur les temps. Tout le temps. Donc, tu avais un silence radio, ce qui faisait un bien énorme. Ouais, c'est rare. Parce que t'en prends plein la tête pendant une émission de télé pendant 2, 3, voire 4 heures où ça ne fait que parler. Ouais. Donc là, on avait 3 minutes où c'était silence radio, le calme. Ouais.
Et on se marrait, c'était très drôle. Mm. Et j'entendais juste le son du réalisateur de temps en temps faire... Parce que je passais très près ou je tentais des trucs parfois qui étaient un peu dignes d'un Franjo, mais c'est toujours passé. Mais toujours dans le sens où embellir la danse et pas faire une prouesse technique en tout cas. Ouais. Bah, ça a révolutionné de toute façon un peu aussi la manière de filmer la danse à la télé aussi. Après, Londres, ils sont venus me chercher pour faire Danse avec les stars à Londres. Ouais. Le producteur John Demol qui a le fameux qui a lui a tous les concepts. Mhm. Il voulait que j'aille aussi à New York faire ce truc-là, c'est parce que eux, ça faisait déjà 7 ou 8 ans qu'ils le faisaient et ils avaient jamais fait de plan séquence. Et c'était jamais lancé. Jamais. C'est fou. Donc ils m'ont dit viens là-bas. J'ai dit non, moi c'est bon, je fais déjà ici en France, j'avais pas envie de partir et refaire la même chose toute l'année. J'avais besoin d'alimenter autre chose. Ouais. Exactement. Alors, on va partir du côté de la fiction. Est-ce que vous avez le souvenir de réalisateurs qui particulièrement apportaient une justification vraiment au Steadicam? Ah oui, il y en a. Juste. Il y en a qui ont su vraiment s'en servir. Moi, j'ai un bel exemple, mais qui était peut-être pas le Steadicam le plus abouti que j'ai vécu. Mais la phrase est juste. Quand tu parles de justification, c'est Monsieur Bertrand Blier, dont le cinéma de toujours ne contient pas cet outil Steadicam. Il est machinerie traditionnelle, il est sur du statique aussi, pourquoi pas. Et lors du bruit des glaçons, qui est un de ses derniers vrais gros films, et moi j'avais eu la chance de travailler déjà avec lui sur les acteurs, sur les côtelettes. Bertrand Blier, à la lecture du scénario du bruit des glaçons, il y a marqué, et c'est pas un découpage, et le Steadicam traverse le buisson pour... Donc il avait décidé d'intégrer complètement à cette histoire un peu loufoque. Lui, si malade, son cancer se présente physiquement. Et donc, dans ce truchement de personnages, il décide que le Steadicam va pouvoir intégrer... c'est écrit dans le scénario. C'est jamais vu ça avant. Donc ça, c'est chouette. Ouais. Ou un Vittorio Storaro sur le dernier Woody Allen, qui décide que le Steadicam sera les amants et que le solide du statique sera le couple. Donc oui, il y a des vraies visions, il y a des vraies participations à la narration par rapport à la narration et pouvoir aider la narration et donc le spectateur à rentrer dans l'émotion, dans le sentiment, par le fait d'utiliser la fameuse justification, ce maître mot. Ouais. Et toi, Mathieu? Écoute, moi, c'était Monsieur Chabrol qui m'avait appelé par l'intermédiaire de son opérateur sur Les Fleurs du Mal, où il y avait tout un plan d'intro du film à faire très intriguant, d'une montée d'escalier, et on finissait dans une pièce où il y avait le personnage qui était complètement éventré, en fait. Et en arrivant le matin, on m'explique le plan, on devait commencer le plan. Et toujours pareil, une question de musicalité. Je lui ai dit, mais quelle est la musique qui va être posée dessus? Est-ce que vous l'avez ici? Il m'a dit oui, tout à fait. J'aime que tu me poses cette question. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas commencer par le plan Steadicam. On va commencer à faire autre chose et on fera le plan en seconde partie. Comme ça, tu auras le temps de bien imprégner la musique en tête pour que tu sois juste dans tout le déplacement, pour amener ce côté malsain qui était l'écriture de l'outil comme un subjectif qui n'est pas subjectif en fait, quoi, un peu fantôme. Donc ça, c'était une belle expérience. Puis après, mon autre belle expérience, c'était avec De Palma, quoi, sur Femme Fatale, tu vois, où ça a été un moment magique que je pensais même pas faire, parce qu'on en parlait à l'époque, tu vois. Comment ça s'est présenté? Écoute, ça s'est présenté où à cette époque, c'est Thierry Arbogast qui fait la lumière du Brian De Palma. Moi, à ce moment-là, je fais de la seconde équipe sur un film qui s'appelle Le baiser mortel du dragon, produit par Europa et Luc Besson. Et donc, je fais plein de scènes de cascade avec tout ça. Un jour, il faut faire un plan en première équipe. Donc, je change de plateau pour aller faire le plan sur la première équipe. Parce qu'ils avaient un problème, je ne me rappelle plus vraiment. Et Thierry est là, il y avait Luc aussi qui était là. Donc, je fais ce fameux plan qui n'était pas compliqué. Mais bon, il n'y a jamais de petit plan, comme on dit. Je finis le plan, donc je retourne sur l'autre équipe. Et puis, je sais pas, 10-15 jours plus tard... ça paraît un peu fou, mais je pars
aux urinoirs. Thierry arrive. Il me dit, ah Mathieu, écoute, j'ai vu le plan que tu as fait. C'est vraiment très bien, c'est propre et tout. Donc, tu sais, là, on m'a appelé pour faire le film de Brian De Palma. J'aimerais te proposer le film, en fait, que tu fasses partie de l'équipe. Moi, à l'époque, j'ai 24 ans. Tu vois, je suis petit, quoi. Même encore maintenant. Mais donc, moi, dans ma tête, ça explose parce que Brian De Palma, quoi, tout le monde connaît sa façon de se servir de l'outil et sa mise en scène avec Larry McConkie. C'est très précis, très disséqué, très chorégraphié. Il n'y a pas de place pour l'improvisation. Tout est bien carré, quoi. Ouais. Ce qui n'est pas forcément le cas chez nous. Mais voilà. Mais bon, et puis le temps passe, ça c'était au mois de novembre, le temps passe, on en parle. Lui, il avait déjà eu la production, donc je me dis, normal, tu vois, l'expérience, tout. Et puis en fait, c'est revenu, mais genre une semaine avant, le film commence, chez la directrice de production qui m'appelle, qui me dit, voilà, je vous appelle de la part de Thierry, on s'est pas eu au téléphone, les dates pour le Brian De Palma. Je dis, mais écoutez, moi, je pensais que c'était Valentin. Je dis au téléphone, non, mais Thierry veut que ça soit vous, donc voilà, vous faites le film, quoi. Bah là, je me suis effondré comme une flaque, si tu veux. De retrouver avec un géant du cinéma, un poids lourd. Et là, c'était une expérience formidable. Le monsieur a été exceptionnel, même s'il peut être très dur, mais beaucoup appris. Pareil, et lui, il est très musical, quoi. C'est ça qui m'a ramené dans le... Mais c'est souvent les grands, hein. Bien sûr, ceux qui réfléchissent et qui cherchent. D'un coup, c'est plus facile, on va dire, que quelqu'un qui ne sait pas, où tu es en train de te creuser la tête, on va par là, on va par là. Quand tu as un minimum, en tout cas pour moi, quand tu as quand même un minimum d'informations... bien sûr. Bah, tu construis plus simplement, quoi. Et tu perds moins de temps. Tu peux déroger alors qu'il y a déjà la base, le papier musique, il est déjà écrit. Dans ça, effectivement, il peut se passer tant de choses. Bah, c'est dingue. Même là, le premier jour que je fais avec lui, c'est à l'hôtel Sheraton à Roissy. Donc, on fait un long plan quand même qui dure 3 minutes. C'est mon premier plan du film. J'ai pas tourné avant. Donc, on fait ce plan. La journée se finit. Moi, je suis... comme ça, parce que je me dis, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Il te dit pas si c'est bien ou c'est pas bien. Tu vois, c'est coupé, on change. Pas, il n'y a pas de fioriture derrière, quoi. Mais ce qui est pas mal en même temps, parce que ça te laisse pas espérer, comme d'autres peuvent faire. Mais bon, après ça, c'est un autre discours. Et donc je range tout le stead, je reprends mon chariot, je rentre dans le parking, je mets 1h30 à trouver ma caisse parce que je m'étais trompé de parking tellement j'étais dans le truc. À me dire, est-ce que demain je vais être là ou pas? Je prends la voiture, je suis sur l'autoroute, je conduis, le téléphone sonne, je vois le numéro de la directe de prod, et là dans ma tête, le premier truc auquel je pense, je suis viré. Je suis viré, c'était bien, j'ai fait un jour, mais bon, c'est pas grave, quoi, tu vois. Donc je m'arrête sur la bande d'arrêt d'urgence quand même. Je décroche, oui, allô Ginette, oui Mathieu, voilà, je viens de voir Brian. Il est très content de ton travail, donc il faudrait que tu reviennes tous les jours sur le film. Donc, mais moi, ça me va pas du tout parce que j'ai pas le budget pour que tu sois là. Exactement. Donc, comment on peut faire? Je dis, écoutez, Ginette, on en reparle demain, si vous voulez. Mais moi, au départ, j'avais 9 jours sur 4 mois et demi de tournage. Donc, je me suis retrouvé à faire 4 mois et demi avec toute l'équipe, où il y avait des jours où je ne tournais pas. J'imagine. Mais j'étais là juste pour voir œuvrer... ce monsieur, c'était fantastique. C'était un cours de cinéma pendant 4 mois, si tu veux, quoi. Donc à la fin, et puis tu remercies tes pères, lui, tu appelles allô, tu t'expliques tout. Jacques, lui, tu vois, t'es comme un gosse. Tu vois, en plus, moi, je viens pas d'école de cinéma, j'ai rien. Je découvre tout sur le tas, j'apprends tout sur le tas, avec tous ces mots, les mots de Jacques. De Cricri, sa maman, tu vois, qui regarde ça, attends, regarde ça. Donc toi, tu rentres, tu t'analyses pas, mais moi, j'avais pas le langage cinématographique, donc j'ai vraiment appris tout ce qui était devant moi, en fait, quoi. T'allumes ton écran, tu regardes, et puis tu mets ta croix au centre de la télé pour comprendre les champs contre champs. J'étais... mais c'est comme un enfant, quoi, avec un regard innocent, et c'est comme ça que t'absorbes le plus, quoi. Donc, mais complètement. À l'émotion, La formation, surtout, c'est de l'avoir vu bosser. C'est l'observation, finalement. C'est quand tu t'assois dans les gradins et que tu vois de la manière où il arrive à gérer l'espace en 3 dimensions,
tout ce qu'il peut y avoir et sa manière de faire. Ouais. Mais je pense que c'est même pas je pense, si je n'avais pas fait 8 ans avec lui tout en commençant à travailler tranquillement, j'aurais pas la même gestuelle. Et j'ai vécu la même chose avec Jacques. Ouais. Tu vois. À lui poser des questions, c'est mon père. Bah oui. Et pourquoi tes jambes elles tremblent comme ça? Pourquoi tu les passes comme si... Ouais. Bien sûr, c'est une vraie chance, oui, c'est vrai. Ah, c'était vrai. une facilité, C'est vrai. honnêtement. C'est vrai. Parce que d'un coup, quand tu le mets, tu vas te déplacer de la manière où il se déplace. Jusqu'à devenir la tienne. Tu vois. Jusqu'à ce que... Et il y a on a plein de similitudes quand on a fait le défilé Dior. Ouais, Tu vois, absolument. tout le monde nous a dit, mais en Absolument. fait, les gars, Absolument. on vous a vu vous déplacer dans l'espace. On se parlait pas, on se sifflait, parce qu'on avait un sifflet magique, tu vois, pour se passer Ah, vous de avez l'un à travaillé l'autre. tous les deux en même temps sur le même défilé. Sur un défilé de mannequins. Et pour pas qu'on se chevauche ou qu'on prenne le même mannequin, au moment où tu as fini le plan, on se sifflait pour qu'on intervertisse notre truc. Donc tout le monde était presque à ne plus regarder ce qui se passait, mais à de regarder. C'est ce qu'on nous a, tu vois, en tout cas. De l'extérieur, de l'extérieur. Retranscrit. C'était, et puis en même temps, on n'avait jamais fait. Donc c'était, oh là là, c'est rare. cadeau, quoi. C'est rare plusieurs steadicams ensemble sur un plateau. Ouais, bah oui. Plutôt en télé. Maintenant, plus sur les défilés. Oui, mais, plus qu'en fiction. C'est assez rare. Donc c'était un vrai cadeau de la vie, quoi. Ouais, c'était bon. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu d'évolution technique avec l'arrivée du numérique. Comment ça a impacté votre travail sur le Steadicam? La manière de travailler a changé dans le sens où aujourd'hui, en numérique, on te laisse très peu de temps pour préparer un plan. À l'époque, quand tu étais en péloche, on faisait des vraies répétitions, même si les acteurs ne jouaient pas marqués, on va dire, leur texte ou leur place. Aujourd'hui, maintenant, on est dans un rendement tellement... faut aller vite, faut rentrer 20 minutes par jour. Tu vois, dans le temps, on faisait un film sur 12, 16 semaines, voire 20 semaines. Maintenant, les 12 semaines, elles sont passées en 6 semaines. Donc, c'est moteur, action, tu sais même pas ce qui se passe. Et je crois qu'il y avait une sacralisation à travers la pellicule, une sacralisation du temps passé à mettre en place pour que le temps choisi pour tourner soit absolument efficace. Je ne crois pas que ce soit pécuniaire, cette sacralisation. C'était sur le respect, je ne sais pas comment dire. Dans nos center poses de Steadicam, tu sentais vibrer la pellicule. Je ne sais pas. Une autre façon. Et puis, ce que moi j'ai vu aussi vivre par le numérique, c'est une espèce de perte de respect. Alors, tu vois, j'ai dit sacralisation, respect, mais c'est des mots importants, mais une perte de respect sur le plateau dans le sens où je ne sais pas si c'est dû au numérique seulement, peut-être que c'est les nouveaux acteurs qui n'en sont pas, qui arrivent sur le plateau. Mais comment c'est possible que ce jeune homme, machinot, assistant, soit au moment de la prise, à côté dans l'axe caméra, en train de regarder l'acteur travailler? C'est juste inimaginable. Par le temps passé, mais pas que passé. Je ne devrais pas utiliser cette phrase. Comment c'est possible que tu le regardes en train de travailler? Baisse-toi, tourne-toi et croise jamais son regard. Il bosse, c'est l'acteur. C'est lui qui raconte le film. Donc il y a une espèce de truc, c'est le fameux aussi, on coupe pas, on la refait. Ok, d'accord. Alors ça peut être juste dans certains types de tournages, parce qu'on est sur une certaine urgence, mais là c'est devenu très commun à tant de choses, donc, à tant de tournages, donc il y a une espèce de fausse allure qui s'est installée sur les plateaux par le numérique, et ça je peux le reconnaître. Ce que je peux peut-être rajouter aussi, c'est que mais c'est pas tout à fait vrai, à peine moins lourd en poids caméra. Mais c'est pas tout à fait vrai non plus. Certaines caméras numériques sont aussi lourdes que les fameuses belles 4S. En fait, tu as les optiques et l'accessoirisation. Non, mais il a raison, Mathieu. Non, il a raison, Chum. C'est pas... on était arrivé en 35 à avoir des caméras dédicacées au Steadicam. La Movicam... on s'est retrouvé avec des caméras dédicacées avec des magasins spécifiques par rapport aux des films en pellicule. Bien sûr. La XL aussi, la Pana XL. Absolument. Donc, du coup, oui, il y a un vrai changement sur les machines par rapport à la distribution de l'énergie, par rapport au moniteur, évidemment, puisqu'il faut prendre du numérique et puis de l'analogique. Mais on s'adapte tout le temps. On s'adapte tout le temps. Mais le numérique a quand même beaucoup changé la face sur ce que disait Mathieu, il l'a amené par ça. La productivité a
gagner sur l'artistique. Ouais. La phrase est un peu trop bien nommée, mais ça ressemble quand même un peu à ça, quoi. Ouais. Mais pas seulement sur le plateau, à tout point de vue. Où ils sont où les mécènes dorénavant? Ceux qui, déjà sous Louis XIV, un peu riches, donnaient de l'argent pour que les artistes puissent s'exprimer. Ils sont où maintenant? Ils sont devenus des économistes. Donc il n'y a plus de vrais producteurs. c'est chaud, quoi. C'est un peu. Donc c'est un peu tout dur, ça, ouais. la chaîne de production, elle est établie dorénavant. Ouais. On tourne au numérique parce que Ouais. c'est plus un choix artistique. Non, bien sûr. Ah non. Ouais. George Lucas, il a attendu 10 ans entre les 3 premiers Star Wars en pellicule ou de la pellicule du plateau qui va amener au laboratoire, il ira faire ses trucages. Ouais. Il a attendu que tout soit sur le plateau. Par le numérique, sur le plateau, il avait son rendu de ce que ça va être son trucage. Ouais, c'est très, très, très entendable, très écoutable, bien sûr. Mais ça amène des fonctionnements sur des plateaux moindres que M. Lucas. Je te dis, peut-être pas l'exigence, moins d'exigence, je sais pas, mais je parle de respect. Il y a quelque chose qui s'est perdu. Il y a quelque chose qui s'est étiolé et qui part un peu à volo dans tous les sens, quoi. Et après, on essaie toujours de faire bien le métier. Il ne mérite que ça, ce métier. Oui. Après, les gyroscopes sur le set, c'est encore un autre discours, mais là, t'es mal tombé. Là, t'as deux vieux mohicans, enfin vieux, je sais pas, mais mohicans, c'est sûr. Ouais. De pourquoi, à quoi ça sert? Ouais. Pourquoi faire? Bah ouais. Tu vois, il y a des fois, on me pose la question, je sais pas, bah si, toi, ça t'est arrivé. Mais voilà, t'as le Steadicam, mais ok, très bien. T'as le Volt? Bah non, j'ai pas de Volt. Mais comment on va faire? Mais comment on va faire? T'as pas de Volt, mais comment on va faire? Bah on fait très bien. Sauf que comme depuis toujours, il faut le travailler. C'est comme un sportif de haut niveau, quoi. Le mec, il va pas faire le Tour de France alors qu'il a commencé le vélo il y a 2 semaines. C'est impossible. Donc c'est exactement pareil pour l'outil. Mais sauf qu'aujourd'hui, ça s'est tellement démocratisé. Il y a des stages qui vont dans tous les sens, que ça soit en France, en Italie, en Angleterre, en Espagne, en Allemagne. Il y a 10 stages par an partout. Ça fleurit dans tous les sens. Quand je te disais tout à l'heure que moi, j'ai pris 7 à 8 ans et moi, voire plus, pour pouvoir dire oui sur quelque chose de, on va dire, un gros film important, tu vois. Mon premier gros job, c'était la seconde équipe, L'Homme au masque de fer. C'est quand même, tu vois. Mais j'étais, parce que j'étais sûr de pouvoir y aller. Alors qu'avant, on m'avait proposé des choses et j'ai toujours dit non. Et même après, on m'a proposé d'autres choses où je suis pas prêt. Donc, je n'y vais pas. Pour pas me griller les ailes, et surtout pour pas décevoir les gens qui m'embauchent, c'est-à-dire le metteur en scène, l'opérateur, qui te regarde avec des yeux comme as pendant 12 semaines parce que bah, tu as un contrat et qu'on peut pas te virer parce que sinon la production est obligée de payer, ramener... tu vois, c'est tout un truc en fait, quoi. Donc maintenant, aujourd'hui, ces outils, c'est vrai qu'il y en a plein qui se lancent dans le truc et il n'y a aucun problème. Moi, je suis pas en train de faire une guerre ou quoi que ce soit, mais il y a plein de fois où on nous rappelle pour dire on a eu telle personne, est-ce que tu peux venir parce qu'on voudrait refaire le plan parce que ça marche pas, quoi. Et en pas de Volt et pas de Wave, j'ai jamais essayé les trucs, hein. Tu vois, là j'en vois un devant moi. Ok, c'est génial, c'est curieux, la pièce est belle, mais bon, elle est belle là, quoi. Mais moi je reste avec mon vieux coucou. Mon vieux paddock. Je comprends pourquoi c'est arrivé après. Je comprends. On m'a dit, j'ai entendu à la face, sur les 3 mousquetaires, on m'a dit, mais dorénavant, Valentin, en 2020 et plus, à la face, c'est comme si on était post-produit. Et la face est post-produite. Donc tout doit aller droit et lisse. Oui, j'entends, mais je comprends que la technologie galopante nous amène à ça. Il reste que le cinéma nous offre des émotions. Le spectateur le sait très bien. L'émotion, elle n'est pas par le lisse des bords de cadre, elle est par ce qui est distribué par l'acteur ou l'actrice au centre, enfin dans le cadre, qu'il soit au centre ou pas. Donc c'est pas là le principe, il réside pas là. Le spectateur, il le sait bien. Au bout du compte, il le sait, tout ça. C'est clair. Il le vit, il le sait. C'est clair. Et il n'y a rien de contre. Moi, j'ai essayé, j'ai été déçu, j'avais l'impression que tout ce que je vis et tout cet exercice... Mathieu parlait de temps pour obtenir plus de place dans sa tête, on va dire ça comme ça, dans le sens d'avoir acquis des choses à propos de la manipulation de cet outil. Et c'est vrai qu'il en faut du temps.
Quand on m'a présenté la manipulation avec les gyroscopes, j'avais l'impression d'avoir une tierce personne sur l'épaule qui me pousse à gauche et à droite. J'ai dit, j'aime tellement être d'accord avec moi que je comprends pas pourquoi une tierce personne viendrait s'immiscer là-dedans. Tu réapprends tout, quoi. Ouais. Tu perds toute ta sensibilité au niveau des mains. J'ai perdu. C'est quoi ce truc, en fait, toi? Ouais, je comprends. Tu vois, comme moi, j'ai appris au neutre parce qu'il était au neutre. Ouais. Donc, j'ai pas eu le choix. Ouais. Mais il a été un très bon choix. Ouais. Quand je suis pas au neutre, on le sent tout de suite dans la main, quoi. Ouais, et puis c'est une machine qu'il a quand même bien pensée, Garrett. C'est-à-dire que notre pendule, là, qui est pris au centre de gravité zéro, comme on parle de neutre, elle est sur la Lune, en fait, cette machine. Elle est dans la pesanteur zéro, quoi. Donc c'est vrai que la manipulation peut devenir plus complexe parce que tu te retrouves avec un équilibre très fin entre les deux masses, mais elle est sur la Lune. Je me souviens, on avait dit une bulle de savon qui flotte dans un champ de maïs. Dans un champ de maïs. Dans un champ de coton. C'est plutôt. Une bulle de savon dans un champ de maïs. Mais la phrase, c'est champ de maïs. Hein. Ouais, le champ de maïs. Ouais. Mais voilà, tu vois, Et après, à l'éthique, je leur dis, justification, à quoi c'est juste dans ton scénario pour exprimer quoi? Voilà. Après, c'est un vœu pieux parce qu'effectivement, la productivité a fait qu'on l'utilise de différentes manières et pour différentes raisons aujourd'hui, mais le principe reste toujours. Il y aura toujours des cadeaux. Il y aura toujours des cadeaux. De réalisateurs, de chefs-op, d'exigences, de bien fondés. Ça existera toujours. Donc, soyons prêts. Ouais. T'as toujours des petits bouts de bonheur. Ouais, soyons prêts. Merci à tous les deux pour ce moment précieux. Carrément. Au plaisir. Carrément. Au plaisir.